Bonsoir, le jour tombe. Du beau avant le solstice. 15e nuit, insomnie. Bonsoir, le jour tombe. Le jour tombe. Voilà ce qu'on dit parfois quand on observe le ciel se vider de sa lumière, le soir venu. C'est l'heure aussi où s'invite volontiers l'élégie, la mélancolie, la méditation sur le temps qui passe, avec ce sentiment désagréable que la journée de la vie est parfois bien entamée, que le jour tombe bien trop vite. Qu'ai-je fait? Où ai-je échoué? La religion de la réussite et des réalisations nous tend bien souvent un miroir inconfortable, sinon aveuglant. Il est des voix cependant qui, avec chaleur et humour, nous aident à nous souvenir que ce miroir impérieux n'est en réalité qu'une fiction. Des voix d'hommes qui, en nous livrant leurs faiblesses et leurs éblouissements, nous invitent à lâcher prise, humblement, fraternellement. Le romancier Hermann Hesse est de ceux-là. Je ne saurais assez recommander son recueil de textes publié en poche sous le titre « L'art de l'oisiveté », quelques pages au coucher tous les soirs avec un verre d'eau, ou de ce qu'il vous plaira. Beaucoup de ces textes auraient pu être publiés dans le journal d'hier, et on a peine à croire que les plus anciens sont datés de 1899. On entend dans ces textes la voix personnelle de l'écrivain humaniste et pacifiste, son amour des paysages naturels, avec des pages éblouissantes sur la neige, la forêt par exemple, mais on approche aussi avec simplicité l'homme solitaire et discret, mélancolique, insomniaque et qui connaîtra la dépression. Sa voix très proche de nous invite à penser les choses à mesure d'homme, lucidement, et ses réflexions invitent souvent à considérer la contemplation et la méditation comme source de paix. Less is more, moins c'est plus, en quelque sorte. On retrouve alors en filigrane sa recherche personnelle sur les spiritualités, en particulier asiatiques. C'est avec grand plaisir que je vous lis ce soir un des textes de ce recueil qui n'a pas pris une ride, L'art de l'oisiveté, un texte consacré à l'insomnie, absolument amical et savoureux de drôlerie, malgré son titre ironique, Pensée morose. Pensée morose. Je viens de passer cette soirée de la manière la plus délicieuse qui soit, assis en compagnie de quelques personnes à la table d'un hôtel presque désert. Nous avons agréablement conversé tout en dégustant une cuvée ancienne et admirable de vin rouge français. Pourtant, comme toujours, j'ai dû commettre une erreur, car cela fait bientôt 2 heures que je suis allongé dans mon lit, attendant une fois de plus en vain le sommeil. Je viens de rallumer la lampe de ma table de nuit, et les joyeux bouquets de roses de la tapisserie posent sur moi leur regard amical. Les volets roulants sont fermés, et j'entends claquer contre eux la pluie qui tombe dans la nuit, cette pluie que j'aime tant, et qui le plus souvent m'aide à m'endormir. Mais je ne m'endors pas. Je suis plus éveillé que je ne l'ai été durant toute la journée. Dieu sait à quel moment j'ai bien pu faillir à nouveau. Il est probable que cela vienne du vin rouge, de ce vieux Bordeaux exquis qui fait normalement tant de bien aux personnes de mon âge et que j'ai dégusté avec tant de plaisir. Dans mon lit, éclairé par la lumière chaleureuse de la lampe de chevet, je me demande avec inquiétude si je n'ai pas abusé de ce grand cru, ou si, au contraire, j'en ai bu trop peu. Jamais au cours de mon existence je n'ai réussi à trouver un juste milieu. Mes maîtres d'école me le répétaient déjà souvent, il y a 35 ans, et leurs prophéties, qui n'étaient d'ailleurs pas toujours bienveillantes, se sont toutes révélées cruellement exactes. Je n'ai rien fait de ma vie, et malgré de bonnes dispositions, je suis resté un étranger et un solitaire égaré sur cette terre. Hélas, avec les années, il m'arrive de plus en plus souvent de me rappeler tout à coup certaines choses apprises autrefois à l'école. À l'époque, je ne sus pas vraiment apprécier leur justesse et leur importance, mais à présent,
elles me reviennent inexorablement à l'esprit, et leur vérité s'impose à moi. Cela s'est même produit pendant la soirée, alors que je me distrayais au mieux et dégustais le plus délicieux des vins. Sans crier gare, une bribe de ce savoir apparemment oublié a refait surface. Il s'agissait d'un vers, d'un passage tiré d'un vieux cantique que j'avais dû apprendre par cœur lorsque j'étais enfant, et qui m'avait alors paru totalement absurde et insipide. Il disait « Oh, puissé-je avoir 1000 langues et 1000 bouches pour parler !» Alors que je savourais le vieux vin français, ce vers singulier a résonné à nouveau en moi pour la première fois depuis des décennies, et pendant ce court instant, il a revêtu une signification limpide, bien qu'étrangère à la religion. Mais il semble que mon voisin soit lui aussi tourmenté par ses pensées et ses soucis. En tout cas, cela fait un quart d'heure qu'il va et vient inlassablement dans sa chambre. Ces déplacements nocturnes et angoissés ne sont nullement responsables de mon insomnie, car mon voisin porte des chaussons et marche doucement sur le tapis. Cependant, je l'entends tout de même, et je ne puis m'empêcher d'être étonné. Pendant le repas, j'ai observé la puissante stature, le visage rond et bon enfant de cet homme. Or, en dépit de son apparence paisible, il a manifestement lui aussi des sujets de préoccupation et de problèmes. Sinon, pourquoi tournerait-il depuis tant de temps en rond dans sa chambre d'hôtel minuscule, au lieu de dormir, ou d'aller s'asseoir dans la salle de casino? Pourquoi ferait-il ces allers et retours incessants dans la pièce, tel un animal inquiet, prisonnier derrière les barreaux de sa cage? Mon pauvre frère d'à côté, mon pauvre loup, mon pauvre cerf, je comprends ce que tu ressens. Mais arrête-toi maintenant, petit frère, et allonge-toi. Il est certes un peu réconfortant de savoir que des personnes apparemment heureuses ont elles aussi des soucis, mais au bout du compte, cela ne fait pas disparaître les frustrations. Un ouvrage est posé sur ma table de chevet, un livre d'art particulièrement beau et passionnant qui contient des reproductions d'une grande qualité. Il est également destiné à être lu, puisqu'il raconte une vie d'artiste à la fois émouvante et hors du commun. Il s'agit de l'œuvre de G. Jedlicka, publiée par Bruno Cassirer et consacrée à Henri de Toulouse-Lautrec. J'ai toujours apprécié Toulouse-Lautrec, toujours admiré ses dessins fabuleux, et partagé tout particulièrement son amour pour les gens du cirque, les danseuses, les clowns et les équilibristes. Mais il m'est impossible de lire à cette heure. Même pour cela, je suis bien trop éveillée. J'ai en tête mes souvenirs d'école, les personnes avec lesquelles j'ai passé la soirée, le Bordeaux, mon voisin agité qui parcourt sa cage de long en large sans pouvoir s'arrêter, et comme lui j'explore sans relâche et avec angoisse la sphère de mes pensées, des pensées sans importance et sans profondeur, des pensées qui en vérité ne méritent pas qu'on s'y attarde, mais qui me tiennent sous leur joug. J'aurais dû, sans aucun doute, boire davantage de ce bon vin. Si je l'avais fait, je pourrais m'endormir à présent. Personne, pas même l'observateur le plus malveillant, n'aurait pu affirmer ce soir que j'étais ivre. C'est une chose qui ne m'est arrivée que très rarement dans mon existence. Il aurait peut-être pu dire tout au plus que j'étais légèrement gris. Cependant, même ce terme aurait été exagéré pour décrire mon état. Un journaliste poli m'aurait tout juste concédé une humeur agréablement gaie. D'ailleurs, ma faute de ce soir, cette faute que j'ai réitérée en permanence et en 1000 occasions dans mon existence, ne réside-t-elle pas précisément dans cette manière, non pas d'être étroit et mesquin, mais de reculer tout de même lorsque j'atteins une certaine limite, et de laisser s'exprimer ma conscience morale, pas seulement quand je bois, mais en toute occasion. Le don de soi inconditionnel et infaillible, la capacité de ne pas se ménager soi-même ne représente-t-il pas des vertus que j'estime tout particulièrement? N'est-il pas indigne et misérable de ma part d'avoir toujours été paralysé par un reste de morale apprise, alors que je suis apparemment un homme prêt à s'abandonner tout entier aux choses? Les joyeux bouquets de roses de la tapisserie me regardent en souriant. La peluche rouge qui recouvre le fauteuil absorbe profondément et comme voluptueusement la vive clarté de la lampe de chevet. Lorsque je me suis installé, il y a peu de temps, dans cette chambre d'hôtel, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un endroit froid, étranger, dans un abri de fortune que je quitterai rapidement. Mais voici quelques jours que j'y habite, et maintenant que mon courrier recouvre la table, que mon linge est rangé dans l'armoire, qu'une de mes aquarelles est accrochée au mur,
rivalisant avec les roses joyeuses de la tapisserie, cette chambre minuscule m'est devenue familière et précieuse. Elle est une petite patrie que j'abandonnerai à regret. Ne suis-je pas bête et sentimentale? Ne suis-je pas ce genre de personne que les gens d'aujourd'hui qualifient de rétrograde et de romantique? Ces hommes modernes ne sont-ils pas bien supérieurs à moi, avec leurs automobiles, leur impassibilité, leurs manteaux de cuir, leur visage d'Américains exprimant l'invulnérabilité? Cela est possible, même si j'ai pu constater que malgré leur face de César et leur carapace de cuir, ces seigneurs de la terre que j'envie tant pouvaient perdre leur calme et leur contrôle lorsque les nouvelles de la bourse se font trop attendre ou qu'adviennent des incidents tout aussi négligeables. Non, je ne veux pas trop les jalouser. L'un d'entre eux, que je tenais pour la majesté et la placidité incarnée, est probablement en train de faire les 100 pas dans la nuit, comme mon voisin. Peut-être se sent-il écrasé par le destin, et tellement oppressé par l'angoisse qu'il respire avec difficulté. Son état n'est au fond pas très différent du mien, bien que d'autres choses le torturent et le hantent. Mes maîtres d'école m'ont bien souvent expliqué et prédit que mon existence serait instable, subirait de constants changements, qu'elle me ferait souffrir, car elle lui manquerait, au fond, quelque chose d'essentiel. Mais finalement, ils auraient pu à bon droit prédire cela à toute l'humanité actuelle. Après être resté allongé pendant 1 heure dans l'obscurité, j'ai rallumé la lampe et, éclairé par sa lumière vive, j'ai griffonné ses pensées sur des feuillets qui se sont peu à peu remplis. Au cours de ce travail, mon crayon s'est cassé, j'ai dû alors me lever et aller chercher un couteau pour le tailler. Combien de fois encore me retrouverai-je ainsi allongé dans une chambre d'hôtel joliment tapissée, attendant le sommeil, éprouvant l'absurdité de mon existence, mais aussi sa puissante magie? Combien de fois encore entendrai-je un voisin inconnu aller et venir avec inquiétude dans la nuit, alors que je m'efforce, un papier sur les genoux, de noter telle ou telle chose, légère et futile. Mais c'est déjà le matin. Une lumière pâle passe à travers les fentes des volets roulants, et voilà que j'entends avec effroi un grondement métallique provenant d'une violente déflagration. Mon Dieu, pensais-je, mon pauvre voisin vient de se tirer une balle dans la tête. J'aurais dû obéir cette nuit à l'élan que j'ai immédiatement réprimé parce qu'il me paraissait trop sentimental et naïf. J'aurais dû me rendre chez cet homme qui allait et venait dans sa chambre, lui rendre visite et lui parler. J'aurais accompli là mon simple devoir de chrétien. Il n'a pas été capable de supporter sa situation plus longtemps. Il est mort. Et moi, qui savais dans quel état il se trouvait, je suis complice de ce qui est arrivé. Mais non, il ne s'est pas tué d'un coup de pistolet. J'entends en effet une nouvelle détonation qui ne provient pas de la chambre d'à côté, mais des tuyaux en fonte du chauffage central. On trouve désormais dans tous les hôtels ce genre d'installation, qui permet parfois d'avoir chaud, et sert aussi, entre autres choses, à rappeler à l'hôte solitaire, au moins de façon sonore, qu'il reste en contact avec le monde environnant. Maintenant, j'éteins ma lumière, je me tourne sur le côté, essaye à nouveau de m'endormir. J'y arrive en général au plus tôt le matin. C'était Pensées moroses de Hermann Hesse, issu du recueil L'art de l'oisiveté. Bonne nuit, dormez bien, ou bien veillez, jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, jusqu'à midi. Bonne nuit, bonne nuit.